Hello, on est mardi 16 juillet et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Donc je viens juste de rentrer, il est 18h, je viens de rentrer donc d'un week-end chez mes parents pour fêter mon anniversaire. Et avant que vous me le demandiez, même si c'était déjà le cas sur Instagram, je n'ai pas eu de livre à mon anniversaire parce que mes proches tout simplement ont arrêté de m'en offrir étant donné la taille de ma palle, étant donné le fait que voilà, c'est compliqué de m'offrir des livres si ils n'ont pas une liste, chose que j'ai arrêté de faire en tout cas avec mes parents et mon conjoint. Donc voilà, pas de livre. En revanche, je viens de rentrer et donc avec mes épis dans tous les sens. Et en revanche, c'est clairement mon anniversaire dans ma boîte aux lettres, puisque j'ai reçu, alors il y en a un que j'ai préouvert, l'autre je l'ai juste enlevé du sachet et en fait c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je vous filme tout simplement, que c'était pas juste des cadeaux d'anniversaire à ouvrir, ça n'a rien à voir. Donc j'ai reçu un premier colis, celui-ci j'en connais le contenu, qui plus est je l'ai vu passer sur les réseaux ce week-end. C'est un colis donc qui me vient du Cherche Midi et il s'agit du nouveau roman de Christian Niemek et Ludovic Manchette. J'ai toujours envie de dire Christian Manchette et Ludovic Niemek, mais c'est l'inverse. Et donc c'est À l'ombre de Winnicott aux éditions du Cherche Midi. Avec nous avons le petit fascicule de la rentrée littéraire. Donc il en fait partie, si je ne vous dis pas n'importe quoi. Mais je suppose que c'est le cas. Hop. Ouais, c'est ça. Et donc on a 3 questions, la présentation du roman et des auteurs. Donc nous avons une carte postale. C'est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir le nouveau roman de Christian Niemek et Ludovic Manchette, À l'ombre de Winnicott, apparaître le 29 août 2024. Et donc, hop, merci de publier vos avis à partir du 20 août. J'espère l'avoir lu d'ici là, mais généralement je me régale. Donc voilà. Et donc il s'agit d'une épreuve non corrigée. Je suis trop contente, trop impatiente de le découvrir. Je vous lis la 4e de couve. Il y a beaucoup de monde, remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucille compta. Nous sommes 8, 9 avec vous. Je ne parlais pas des vivants. Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucille Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnel confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? Avec ce 3e roman, Manchette Niemek se pose en maître de la narration, faisant coïncider la force d'une histoire avec la puissance des images. Leur façon de mêler la grammaire cinématographique au langage romanesque impressionne. Prenez George, cet enfant aveugle aux prises avec les cauchemars ou les fantômes. Henry James ou Steven Spielberg auraient adoré l'inventer. Bon, et ben clairement, ça donne envie. À la fois, l'histoire a l'air très différente de Americas et Alabama 1963. Tout d'abord, ça se passe en Angleterre, contrairement aux 2 autres romans qui se passaient donc aux États-Unis. Donc voilà, trop hâte de le découvrir. Et donc, merci au Cherche Midi pour cet envoi-là. Donc ça, c'était le premier colis. Et le 2e colis, on reste dans le thème puisque il s'agit de la nouvelle maison d'édition dans laquelle travaille Benoît, puisque Benoît n'est plus au Cherche Midi. Et Benoît est parti chez Verso, qui est donc une maison qui appartient aux éditions du Seuil, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, alors j'ai reçu un colis qui était emballé comme ceci. On dirait une commande à sauce, clairement. Je suis dans ma boîte à lettres, je me suis dit mais j'ai rien commandé. Et donc, nous avons une première box, hop, comme ceci, que je n'ai pas ouverte, justement. Donc, nous avons le roman. Et hop. Oh, j'adore, il est beau. Il est magnifique ce roman. C'est un sticker, je suppose. Donc, le roman en question, c'est La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton, donc aux éditions Verso. Vraiment, il est magnifique. Il est très 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 beau. Donc, on est bien sûr sur un Cozy Murder, vous l'aurez compris. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit village, un petit cottage des Cotswolds.
Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Le premier tome de la série d'enquête plus cosy que mystérieuse, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Ok, donc voilà, il me tente beaucoup. La couve est vraiment sublime. Donc un grand merci. Avec, nous avons la petite carte de présentation. Qu'est-ce qu'un suncatcher? Les suncatchers sont des attrape-soleil arc-en-ciel. Ils captent les rayons et transforment votre maison en véritable lieu de bien-être, une présence aussi réconfortante que celle de Tante Dimity grâce à un simple autocollant de fenêtre. Et donc voici l'autocollant en question. Je ne sais pas si vous voyez très bien. En même temps, il n'y a pas beaucoup de soleil, vu l'heure qu'il est. Mais donc l'autocollant en question à coller sur la fenêtre. Je ne sais pas si je le ferai. Et ensuite, et là du coup je me souviens plus ce que c'est, nous avons le deuxième colis que j'aurais aimé ouvrir proprement, mais je ne suis pas sûre. Ah si. Et donc, l'autre roman, c'est Le secret de d'Evril. Et je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Benoît qui m'en a parlé en me disant que ça pouvait me tenter. Hop. Et je lui ai dit que je lui faisais une totale confiance. Ce qui est totalement vrai. Ah oui, d'accord. Et là aussi, on a un kit. Donc, bon, voilà le kit en question. Je pense que je vais comprendre après. Alors... L'autrice qui a conquis 6 millions de lecteurs, Santa Montefiore, Le secret d'Evril, fille d'Irlande. Ah ouais, d'accord, ok. Je pense que oui, ça a tout pour me plaire. Irlande 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes. Kitty d'Evril, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Bridie Doyle, la timide fille de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château des d'Evril et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les deux amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château des d'Evril et de tous les souvenirs qu'il renferme. J'aime trop. Donc, oui, clairement, c'est ça. Ça me faisait penser à ça. Et donc, il y a une phrase de ceux qui met le premier tome de l'éblouissante saga irlandaise qui comblera les lecteurs de Lucinda Riley et Kate Morton. Ok. Donc, Lucinda Riley, clairement, ça me fait penser à ça. Gus, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, donc il me tente trop. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Non. J'ai un marque-page, mais j'ai pas d'infos. Et donc, avec... J'ai Gus qui est en train de s'amuser dans les papiers et dans les cartons. Mon chat, tu fais n'importe quoi, là. On n'était pas là pendant plusieurs jours et donc ça y est, là, il est on fire. Et donc avec, nous avons un kit de broderie, collé brodé, lavé et hop, le papier disparaît. Donc trop hâte de tester et de vous montrer ça. On a un motif à reproduire. Donc voilà, donc un immense merci au Cherche Midi pour À l'ombre de Winnicott et à Benoît et aux éditions Verso pour la découverte de ces deux romans. Je vous en reparle très vite. Hello, on est jeudi soir, j'espère que vous allez bien, je vous prends, je viens de rentrer du travail, j'ai couru un peu partout ce soir, mais je suis rentrée et je voulais du coup en profiter pour vous parler de mes lectures, puisque ça n'a ni queue ni tête, j'ai tout laissé tomber, enfin non, pas vraiment, mais mes lectures du moment, j'ai commencé les dévorer de Thibaut Solano, puis je me suis rendu compte que j'avais pas nécessairement envie de lire un thriller, puis du coup... J'ai opté pour la lecture du Cœur singulier de Millie Davis, donc aux éditions Hurlevent. D'ailleurs, je ne sais même plus si je vous l'avais dit. Donc, j'ai commencé cette lecture, j'ai repris cette lecture, mais du coup depuis le début, puisque bien sûr je ne me souvenais plus de l'histoire. J'ai plutôt très bien avancé, puisque c'est un énorme bébé qui fait 800 pages. Ouais, un peu moins de 800 pages, 745, je dirais, quelque chose comme ça. Et j'en suis page 445, donc voilà. Mais du coup, c'est là tout le rebondissement. Donc, je sais plus si je vous avais parlé de l'histoire, mais bon, je vais vous relire la quatrième de couve. On ne sait jamais, je pense que j'ai dû vous en parler il y a très longtemps.
Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les Espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alphard Burton, professeur d'archivistique qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleversent alors son quotidien habituellement casanier et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes véganes de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie, tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de destin, celui de l'héroïne de son roman et le sien. Et donc pour l'instant, j'aime plutôt cette histoire. Je trouve que, en fait, j'ai regardé le vlog de, j'allais dire le vlog de Sarah, mais non, j'ai regardé le carnet de bord d'Estelle, donc du compte Petite Lectrice, je pense que je vous la présente plus, qui justement en fait a lu ce roman. Et d'ailleurs c'est ça qui a été un peu le déclic chez moi puisque ça fait plus d'1 an que je l'avais dans ma palle. Je l'avais commandé je crois à sa sortie et j'avais commencé à le lire, puis entre temps je faisais les allers-retours à Paris, il était beaucoup trop volumineux à transporter et donc voilà, je l'avais mis de côté en me disant que je le reprendrais et puis je crois que 1 an ou 2 ans ont passé, je sais plus depuis combien de temps je l'ai. Et donc voilà, donc je l'avais totalement mis de côté. Là j'ai eu envie de revenir à cette lecture et du coup de redécouvrir La Plume de Sarah, puisque on est sur un registre assez différent, enfin en tout cas sur un roman assez différent de celui qui était Amour, gluten et sororité, donc son premier roman. Qui plus est, le livre en lui-même est magnifique, l'objet clairement est sublime, donc ça me donnait davantage envie. Donc comme je vous dis, j'ai lu 445 pages, bon il y a quelques petites choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais sur la première partie du roman, j'ai trouvé quelques petites longueurs, mais là au moment, ça y est, où j'en suis, je trouve que du coup il se passe plusieurs choses, il se passe plein de choses en même temps, on apprend suffisamment à connaître Millie et son entourage qui plus est, on s'attache à certains des personnages et on comprend un peu mieux ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son entourage et voilà. Et ce que j'aime dans ce roman, c'est que au-delà de La Plume de Sarah, qui est je trouve assez poétique, on a en fait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'atmosphère dans ce roman. Là j'en suis au stade où ils sont en voyage en Écosse et clairement on s'imagine parfaitement les lieux, on s'imagine les gens, on visualise comment ils sont habillés, comment ils agissent de manière générale. On visualise en fait une ambiance, que ce soit donc en Écosse, que ce soit dans les rayonnages de la librairie, que ce soit dans toutes les archives dans lesquelles ils vont décider d'aller fouiller. On visualise parfaitement les ambiances et les décors, c'est presque cinématographique comme écriture et du coup je prends beaucoup de plaisir à ça, donc c'est vraiment une lecture doudou. Que j'aime beaucoup, que je trouve réconfortante et que du coup je lis un peu en fil rouge quand j'ai du temps et que je suis à la maison. Et sinon, du coup, ce n'était absolument pas prévu, mais mardi, du coup, je vous disais que j'ai reçu, parmi mes réceptions, La mort de Tante Dimity, qui est donc le premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery, édité chez Verso, aux éditions Verso, et donc c'est un roman de Nancy Atherton. Et en fait, mardi soir, j'avais du coup ce roman sur ma table de salon, et je me suis dit, ah bah, je vais commencer à lire quelques pages. Celui-ci, d'ailleurs, était rangé dans la bibliothèque. Et je me suis dit, je vais lire quelques pages. Et en fait, de quelques pages, chose qui m'arrive assez rarement, de quelques pages, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de le lâcher. Donc, je suis montée me coucher avec. Et du coup, depuis mardi, alors c'est pas énorme, mais pour moi, en ce moment, c'est pas mal. J'ai lu du coup en l'espace de mardi et mercredi 147 pages sur les quasiment 400 qu'il fait. Et clairement j'adore cette histoire, du coup je vous parle pas de la 4e puisque je vous l'ai présentée. J'adore cette histoire, j'adore les personnages, j'adore la plume, j'adore l'univers. On est donc en Angleterre, on est entre les États-Unis et l'Angleterre. Gus, qu'est-ce que tu fais ? Entre-temps, je me suis fait attaquer l'orteil par Monsieur Gus, qui a l'air très parti pour jouer. Donc j'aime tout. Dans ce roman, on est, comme je vous disais, entre les États-Unis et l'Angleterre. On suit le personnage de Laurie qui, si elle veut prétendre à gagner une somme d'argent assez importante de la part d'une tante éloignée, enfin plutôt d'une amie de sa mère, va devoir faire plusieurs choses
pour exécuter les dernières volontés de cette dame-là. Et donc, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans ce roman. Le personnage de Laurie qui contraste beaucoup avec l'univers qu'elle va découvrir, en fait, très fortunée. Elle peine à joindre les deux bouts, à payer ses factures. Elle vit en colocation. On comprend que voilà, elle est dans une situation financière très compliquée. Et elle va faire la connaissance du coup de deux avocats qui sont les exécuteurs testamentaires de cette dame-là et qui vont l'accompagner. Et pour moi, ces deux hommes-là, c'est un peu Kingsman. Je sais pas si si vous connaissez, si vous avez vu le film, mais ça me fait penser à ça. L'atmosphère un peu tailleur anglais, dans un milieu assez feutré où voilà, les convenances, on est toujours très bien habillé, on est très poli, toujours tiré à quatre épingles, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui contraste, qui est à la fois amusant et à la fois tellement cosy, tellement réconfortant. On a bien sûr du coup des mystères qui se dressent puisque on comprend que cette tante Dimity aimait beaucoup l'aventure et le suspense, les mystères de manière générale. Donc on comprend qu'elle a laissé beaucoup de secrets aussi après son décès et voilà, et donc c'est un premier tome qui plus est, et je trouve que pour un premier tome, là où c'est vrai on pose le décor, où parfois ça peut paraître un peu lent, un peu plus long, parce qu'on prend le temps de présenter les personnages, de présenter les décors et l'intrigue, là en fait je trouve que dès les premières pages on est dans cette histoire. Là je suis page, comme je vous disais, 147, et clairement j'aime trop, ce qui fait que j'arrête de lire le soir, c'est que je m'endors tout simplement. Donc voilà, je suis ravie de découvrir cette saga. Je trouve que la couverture est juste sublime. Donc ça me donne encore plus envie. Et la mise en page est très agréable. En fait, pour moi, ça ressemble vraiment à la mise en page du Cherche Midi. Après, j'ai pas beaucoup de références d'un point de vue éditorial, littéraire, mais je trouve ça très agréable. Donc voilà, je voulais vous parler de cette lecture. On a, pareil, encore une fois, comme dans beaucoup de Cozy Murder, les premiers chapitres qui sont décorés de cette manière-là. Je sais pas si ça porte un nom, mais voilà. Donc pour l'instant, je vous le recommande. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je pense que, en tout cas, j'aimerais l'avoir terminé samedi pour pouvoir vous en parler. Mais je pense qu'au rythme où j'avance, c'est possible. Si j'arrive à lire déjà un peu moins d'une centaine de pages ce soir, ça fait qu'il me restera qu'une centaine de pages à lire demain et samedi, ce qui est une chose tout à fait faisable puisque je ne travaille pas samedi. Voilà, donc ça c'était le point lecture, et du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai rien reçu de particulier, enfin j'ai reçu une coque de téléphone, mais je pense que voilà, vous en avez rien à faire. En tout cas moi j'ai l'impression d'avoir un nouveau téléphone, donc voilà, c'est formidable. Et puis du coup je vous dis à plus tard dans la semaine. Je suis en train de m'essayer à la recette de ma mère du pain de poisson, enfin du pain de thon. Alors comme ça ressemble à rien, mais alors si je réussis, je pense que c'est un des trucs que je préfère. Donc je vous montrerai ça que si c'est bon. Hello, on est samedi et je vous prends du coup pour clôturer cette semaine de vlog. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, je crois pas avoir tant filmé que ça. Je vous prends pour plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai fait un craquage. Je me suis fait un cadeau de moi à moi. Ça faisait des années, ça faisait des mois que je voulais ça. Parce que je suis une grosse victime du marketing et d'Instagram. Et voilà, j'ai acheté un quencher Stanley, un truc qui coûte très cher pour ce que c'est, alors que ça existe partout. Mais voilà, ça me faisait très plaisir, donc je suis très contente puisque je viens de le recevoir. J'ai dû aller le chercher chez un voisin qui avait récupéré le colis gentiment puisque j'étais en vadrouille aujourd'hui. J'avais rendez-vous pour faire mes ongles, mains, pieds, etc. Enfin bref, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Donc je voulais vous dire que je suis donc toujours dans la lecture de La mort de Tante Dimity. En fait, je voulais lire cet après-midi et puis j'ai fait d'autres choses. J'ai pris un rendez-vous du coup pour mes pieds qui n'était pas prévu. Bref, j'ai fait des allers-retours. En rentrant, je me suis motivée à faire du coup mon pain de poisson qui est en train de cuire. Donc si vous entendez le four, c'est normal et j'en suis désolée. Bref, je suis toujours dans cette lecture. J'ai plutôt bien avancé quand même. J'en suis page 207.
il en fait toujours 380 et clairement je me régale dans cette histoire. J'ai pas eu le temps de lire cet après-midi, mais je compte bien sur ce soir et demain possiblement pour le continuer. Demain on va au ciné puisqu'ils annoncent pas très beau. Je pense qu'on va aller voir le Comte de Monte Cristo demain après-midi, ça va nous occuper vu qu'il dure 3 heures. Mais voilà, donc clairement pour l'instant c'est une très chaude lecture. On est parfaitement dans le cosy. En l'occurrence, il n'y a pas eu de meurtre, enfin on a un décès bien sûr de la tante Dimity puisque le roman s'appelle Les mystères de tante Dimity, mais voilà, pour l'instant pas de meurtre à résoudre, mais on a quand même des mystères, on est quand même sur quelque chose de très cosy, de très anglais, slash américain, mais dans les côtés cosy du terme, donc voilà, j'adore ma lecture et pour l'instant je passe un très bon moment, et du coup je vais vous raconter mes histoires d'aller-retour et d'ongles parce que j'ai pris du coup les transports en commun et j'avais commencé hier une nouvelle lecture audio que j'ai terminée du coup tout à l'heure. C'est donc le tome 3 des Chroniques de Bond Street de MC Beaton. J'avais écouté aussi sur Audible quand je faisais encore les allers-retours à Paris, les 2 premiers tomes, et j'avais envie de finir la saga puisqu'il me restait que celui-ci. C'est une trilogie. Et voilà, donc c'est chose faite. J'ai bien aimé ce tome-ci, même si je l'ai pas autant aimé que les autres. Après, est-ce que j'étais moins dans l'ambiance? Est-ce que j'étais moins concentrée aussi sur mon écoute? Je ne sais pas. J'ai quand même voilà, tout bien écouté de l'histoire, etc. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait davantage au précédent, que finalement il n'y avait pas quelque chose de novateur par rapport aux 2 premiers tomes. Après, bien sûr, c'est MC Beaton, donc on retrouve voilà, tout ce qui fait son charme. Et entre-temps, c'est vrai que j'ai lu du coup la saga des Sœurs Tribble qui s'appelle La saison des débutantes. Et du coup, j'étais un peu perdue dans les personnages. Je pense qu'en fait, il aurait mieux valu lire cette trilogie d'un coup et puis ensuite passer à la saison des débutantes ou l'inverse. Mais du coup, je me disais, mais Harriet, c'est tel personnage, et puis en fait non, c'est une autre Harriet parce qu'on n'est pas du tout dans la même saga, mais c'est vrai que du coup l'époque se ressemble, on est donc à la même période, on est sous dans la même ambiance, et qui plus est avec la même problématique puisque donc sur cette saga, pour vous le rappeler, on suit plusieurs aristocrates qui donc en pleine période de régence se retrouvent sans le sou dans le premier tome, je vous spoile rien, et vont décider pour continuer à vivre tout simplement de se rassembler dans une grosse maison bourgeoise et d'en faire un hôtel. Et donc ces nobles désargentés vont décider d'ouvrir un hôtel pour accueillir du public comme un hôtel classique, ce qui est scandaleux à l'époque puisque des gens de cette classe-là ne devraient pas travailler, mais c'est la seule manière qu'ils ont trouvé de s'en sortir et de gagner de l'argent. Et donc ils vont appeler ça l'hôtel du parent pauvre. Voilà, on va suivre du coup bien sûr plusieurs personnages, chacun de ces nobles qui du coup vont vivre ensemble avec tout ce que ça va impliquer de mésaventures, de rencontres, de gens qui vont venir dans leur hôtel, il va se passer des choses dans la vie de ces gens, ils vont s'en mêler, bref. Et donc on a des rebondissements comme ça, et clairement voilà, c'est une saga doudou, il y a de l'humour, il y a des personnages un peu fantasques et hauts en couleur, et j'ai pris plaisir du coup à découvrir cette saga. Donc ça y est, la boucle est bouclée, la trilogie est terminée, et du coup il me restera un tome de la saison des débutantes à lire, et pareil je serai au complet là-dessus. Voilà, donc du coup je l'avais pris en audio. Il n'est pas sur Nextory, mais du coup vu qu'il me restait des crédits Audible, je l'ai pris sur Audible, et ça m'a fait bizarre d'ailleurs de switcher d'application puisque c'est vrai que depuis quelques temps maintenant j'écoute que sur Nextory. Donc voilà pour moi. Du coup je vais sûrement commencer une nouvelle lecture audio, mais je ne sais pas encore laquelle. Il faut que je regarde ce qui me plaît, il faut que je regarde ce que j'ai envie de lire. Pour l'instant quand je regarde un peu mon bilan lecture du mois de juillet, j'ai pas ou peu de polar. C'est bizarre venant de moi, je pense, si vous me connaissez et si vous regardez ces vidéos, ça peut vous surprendre, mais j'avoue que je suis pas dans un mood où j'ai envie de lire ça pour l'instant. J'ai plus envie de lecture un peu cosy, un peu doudou, que ce soit des cozy murder ou que ce soit des romans plus ensoleillés. Après généralement c'est un peu le cas l'été, c'est souvent comme ça que j'adapte mes lectures. Donc voilà, on verra pour la suite, et du coup je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc c'est terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, mais je continue à vous le dire, dites-le moi en commentaire et ce sera un plaisir d'échanger.
De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.